Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce direct un petit peu en retard, on s'excuse. C'est une première, hein, voilà, c'est une première pour les JRCF que ce genre de rencontre et d'entretien en direct. Et dans ce format que, vous l'aurez compris, nous sommes forcés d'adopter compte tenu des mesures de confinement. Ce direct avec nos invités vous est présenté par moi-même et par mon camarade Christophe. Christophe, bonjour à toi. Bonjour Juliette et bonjour à tous. Alors, permettez-moi sans perdre un instant de plus de vous présenter nos deux invités. Diane Gilliard, bonjour à vous. Vous êtes une militante communiste et féministe engagée de nationalité suisse et plus particulièrement de Suisse romande. Vous êtes la fille de communistes suisses qui se sont engagés dans la résistance française durant l'occupation fasciste. Dès vos 16 ans, vous militez à Lausanne, d'abord dans le mouvement pacifiste et contre la guerre du Vietnam, puis dans une organisation marxiste-léniniste et dans le mouvement féministe. Vous rejoignez le pôle de Renaissance communiste en France en 2017 à l'occasion des célébrations des 100 ans de la Révolution d'octobre. Et c'est pour le PRCF et pour Initiative communiste que vous avez écrit un certain nombre d'articles traitant du féminisme de classe, de l'histoire du féminisme et des origines communistes de la journée du 8 mars, ainsi qu'animé une conférence des cafés marxistes sur toutes ces questions que nous allons bien sûr réévoquer. Bonjour à vous, Diane. Bonjour. Fadi Kassem, bonjour. Vous êtes secrétaire national adjoint du PRCF, diplômé de Sciences Po Paris et professeur agrégé d'histoire, enseignant dans le secondaire et dans le supérieur. Vous allez notamment revenir avec nous sur la place qu'a le féminisme ou une forme de féminisme dans les programmes de l'éducation nationale. Fadi Kassem, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous toutes et tous de enfin nous écouter en direct. Il était temps, ou alors en rediffusion, bien entendu. Tout de suite, la parole à nos invités. Et nous commencerons par revenir avec Diane Gilliard sur plusieurs notions que vous avez il y a plusieurs mois. Vous avez il y a plusieurs mois animé une conférence dans le cadre des conférences des cafés marxistes intitulée Le féminisme bourgeois contre la lutte des femmes pour l'égalité. Vous y avez notamment développé les notions de féminisme bourgeois et de féminisme prolétarien. Pouvez-vous nous expliquer ou nous rappeler à quoi correspondent ces deux notions et quelles sont leurs différences? Eh bien, je commencerai par une boutade. Les féministes bourgeoises, pour les féministes bourgeoises, la reine d'Angleterre est une femme et comme toutes les femmes sont opprimées, la reine d'Angleterre est opprimée en tant que femme. D'un point de vue prolétarien, évidemment, la reine d'Angleterre est une femme, c'est vrai, comme Madame Thatcher, comme Madame Schiappa, comme Madame Buzyn, etc. Mais c'est une femme de la classe des exploiteurs de femmes, et des femmes et des hommes. Et le fait que la reine d'Angleterre soit une femme n'est pas l'élément déterminant pour le féminisme prolétarien. Bon, plus sérieusement, ces deux courants du féminisme, le féminisme bourgeois et le féminisme prolétarien, existent depuis toujours. Enfin, c'est une manière de parler. Mais ces deux courants partent avec raison une même indignation devant la condition inférieure qui est infligée aux femmes à peu près partout sur la Terre. Simplement, ce que développent les femmes du courant bourgeois, petit bourgeois, et ce que développent les femmes du courant féministe prolétarien dépendent de leur position de classe. Hein. Alors, le féminisme bourgeois, pour aller vite, présume que la condition des femmes, elle peut être améliorée au sein du capitalisme. C'est pour ça que ce courant développe surtout des revendications sociétales. Alors, parmi les plus anodines, si l'on veut, mais qui sont quand même présentes dans leurs publications, dans leurs manifestations, c'est les quotas de femmes dans les parlements et surtout les quotas de femmes dans les directions d'entreprises, de grandes entreprises du CAC 40. Il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, théoriquement.
Le plafond de verre, c'est cette barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités ou d'avoir des postes dans l'enseignement universitaire, etc., etc. Tandis que le féminisme, le courant prolétarien du féminisme a une position matérialiste qui affirme que c'est le système social qui détermine la condition des femmes et pas la mauvaise volonté des hommes qui seraient par définition incapables ou en tout cas peu désireux de partager les tâches domestiques, etc. Le système social, en l'occurrence, c'est le système capitaliste, c'est la dictature des exploiteurs et des dominants sur les exploités et les dominés, sur la classe des exploités et des dominés, et de ce fait, les femmes bourgeoises exploitent les hommes ouvriers. Une patronne d'entreprise, Madame, comment elle s'appelait là, la directrice du MEDEF, Madame Laurence Parisot, Oui. est une femme, mais elle exploite beaucoup d'ouvriers, ou de travailleurs, si c'est pas des ouvriers, parce qu'elle a un institut de sondage, je crois. Bon, bref, c'est le féminisme prolétarien, communiste, détermine, enfin, part de l'idée que c'est le système social qui détermine la condition des femmes. D'accord, Cela merci. dit, je Oui, voulais allez-y, rajouter Diane. quelque chose, je peux. Cela Bien dit, sûr. le féminisme prolétarien ne méprise pas les revendications sociétales. Merci Diane pour avancer un petit peu, mais en même temps vous nous avez fait une belle transition, notamment sur comment dirais-je le fait que ce féminisme prolétarien ne s'oppose pas aux revendications sociétales en soi. Et donc, je crois que ça a amené justement une question que Christophe avait, notamment sur des événements qui se sont déroulés récemment. Oui, tout à fait. Donc c'était une question vis-à-vis, alors directement liée au féminisme prolétarien et au féminisme bourgeois. Donc à partir de vos expériences personnelles de lutte, comment est-ce qu'on peut définir, alors quelle est la manière de s'exprimer du féminisme prolétarien, par exemple, à travers le mouvement des Gilets jaunes, sur les ronds-points, par exemple, et d'un autre côté, comment s'exprime aussi le féminisme bourgeois mis en avant, par exemple, dans la vague MeToo ou Balance ton porc? Alors, c'était très frappant pour ce que j'en ai vu, hein. J'étais sur le rond-point de Villefranche-de-Rouergue, c'est dans l'Aveyron, c'est une toute petite ville. Mais il y avait un rond-point avec une présence importante, en tout cas au début du mouvement, et très active. J'ai été frappée. Bon, d'une part, il y avait beaucoup de femmes euh, présentes sur le rond-point. Il y avait des hommes aussi, bien sûr, mais il y avait des femmes avec leurs enfants, des jeunes, des vieilles, etc. Et à aucun moment, elles n'ont accusé les hommes d'être responsables de l'exploitation et de l'oppression qu'elles subissent. Les femmes, elles étaient très actives, créatives, déterminées, et paradoxalement, enfin par rapport à ce à quoi on s'attendrait, beaucoup plus claires politiquement que leurs compagnons hommes gilets jaunes. Je veux pas généraliser parce il y avait de tout, mais celle avec qui j'ai discuté était tout à fait au clair sur le SMIC, sur l'arnaque Macron quand il a fait sa déclaration qui montrait le SMIC, c'était vers Noël, sur la suppression de l'ISF, sur le trou de la sécurité sociale, sur le rôle des médias, propriété des grands capitalistes et de leurs journalistes, et elles avaient des discussions tout à fait euh, vigoureuses, hein, et elles interpellaient les hommes qui apparemment avaient moins envie de parler politique, pour ce que j'en ai vu, hein. Voilà. Et elles dénonçaient évidemment leurs conditions de travail, la cherté des crèches, leurs horaires pourris, mais aucune n'a accusé
les mâles d'être responsables de cette situation. C'était vraiment le système social. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Si vous voulez, je peux parler immédiatement de MeToo, mais peut-être qu'il y a un commentaire. Peut-être Fadi Kassem, si vous voulez réagir déjà à ce qui a été dit. Bon, ce sont les propos de Diane Gilliard, hein. J'y abonde effectivement, et notamment dans le fait que l'opposition au féminisme prolétarien et féminisme bourgeois n'est pas une position d'absolu, puisque effectivement le féminisme prolétarien ne nie pas le fait qu'il existe également une violence qui est due à une domination patriarcale, ce genre de choses. Il s'agit certainement pas de le nier, même que les questions sociétales sont également abordées dans le féminisme prolétarien, mais le véritable problème qui se pose, c'est le problème de la hiérarchisation, encore une fois. Et il est évident que pour une femme issue de conditions sociales bourgeoises, le principal problème ne sera pas un problème dans le fond matériel, mais sera davantage un problème de rapport de force symbolique, sexuel corporel également, hein, il faut le signaler. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, on est de retour. Christophe, je crois que tu avais une question justement pour Fadi. Pour Fadi Kassem, effectivement. Donc dans la continuité de ce que vous étiez en train de dire, donc si l'on comprend bien, donc on peut se dire que le féminisme bourgeois est celui qui est dominant à l'heure actuelle, qui semble dominer vraiment la scène, le débat en fait sur le féminisme, sur la place des femmes. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur justement la façon dont est traité le féminisme prolétarien dans l'éducation nationale, vous qui êtes professeur agrégé d'histoire, enseignant dans le secondaire et dans le supérieur. Donc, comment le féminisme prolétarien est traité dans l'éducation nationale, dans les livres d'histoire, et est-ce que peut-on dire des grandes figures socialistes du féminisme et du XXe siècle? Quelle est la façon dont elles sont représentées, selon vous? Oh bah alors, en ce qui concerne les programmes d'éducation nationale, qui déjà brillent par leur incohérence en règle générale, c'est très frappant de voir qu'il peut exister une séparation entre les conditions des femmes, les conditions féminines, et les questions économiques et sociales. Si je prends par exemple le programme de première qui a été changé, hein, mais dans l'ancien programme de première des années 2010, il y avait un chapitre qui était spécialement consacré à la place des femmes dans la vie politique et sociale au XXe siècle, en France, et un autre chapitre qui s'intitulait La République et la question ouvrière, le Front populaire. J'ajoute qu'il y avait même un autre chapitre qui concernait l'immigration. Donc ce qui était très frappant dans ce chapitrage, c'était la distinction qui était faite entre des domaines qui en réalité s'entrecoupent. C'est-à-dire la question ouvrière, la question des femmes, et puis bon, j'ai parlé aussi de la question de l'immigration qui était également abordée. Donc c'est évident que dans les programmes, ce qui apparaît, c'est que lorsque l'on parle du féminisme, de la condition des femmes, on pense avant tout à ce qu'a évoqué Diane Gilliard, c'est-à-dire la question du droit de vote. Je signale d'ailleurs qu'en quatrième, il y a un chapitre spécifique consacré sur le fait le droit de vote en France au 19e siècle, jusqu'en 1870 hein, à peu près. Donc on voit que c'est une question centrale. On parle toutefois des femmes au travail, c'est vrai, mais ce qui est le plus frappant de manière générale, c'est que dans les chapitres, on aborde les femmes en insistant sur l'unicité de la catégorie très souvent. Et d'ailleurs, dans les consignes officielles, il est indiqué qu'il ne faut pas forcément trop insister sur les différences qui existent entre les femmes elles-mêmes. Et davantage cette opposition entre femmes et hommes, encore une fois, un rapport de force qui existe, évidemment, ce n'est pas le problème. Mais très clairement, on voit que les femmes sont perçues comme une catégorie unifiée, qui finalement souffrent toutes des mêmes problèmes, des mêmes inégalités, et ce qui interdit justement d'aborder la question des rapports de force qui peuvent exister entre femmes elles-mêmes. Donc entre les classes, effectivement. Effectivement. J'ajouterais
Allez-y, Diane. Oui, c'est que le féminisme dominant, le féminisme, pour parler globish, mainstream, celui dont parle Madame Schiappa, celui dont parle l'Union européenne, qui a des pages entières sur ce qu'il faudrait faire pour les femmes, il vise à occulter la lutte des classes, clairement. Et c'est dans ce sens-là, ce néo-féminisme bourgeois, parce qu'il est quand même assez récent si je le compare au féminisme sociétal, d'accord, mais des années 70, ça vise à diviser les femmes, puisque toutes les femmes sont opprimées, comme la reine d'Angleterre. Non, je rigole, mais pour dire, puisque les femmes forment une communauté, guillemets, où il n'y a pas de différence, quelle qu'elle soit, eh ben alors, qu'est-ce qu'elles mèneraient des luttes collectives avec les hommes pour la défense de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, etc. Donc, de ce point de vue-là, ce féminisme est à combattre vraiment. Il faut dénoncer ce qu'elles font. J'ajoute encore que par rapport aux revendications sociétales, ça va jusqu'à des aberrations scandaleuses. Je tiens à citer cet exemple tellement il est frappant. Donc, les pauvres femmes de partout sur la terre, mais surtout les femmes musulmanes ou les femmes hindoues, etc., sont opprimées par des affreux machos qui sont tous des violents, des violeurs, des tueurs, etc. Et c'est pour ça qu'une actrice américaine qui s'appelle Angelina Jolie collabore avec l'OTAN pour lutter contre l'oppression des femmes. Vous savez qu'une des justifications de la guerre américaine en Afghanistan, c'était de lutter contre l'oppression des femmes. Maintenant, leur condition est pire, hein, mais il y a des féministes qui disent et approuvent, qui disent que c'est tellement scandaleux ce qu'on inflige aux femmes, le port de la burqa, les affreux mollahs iraniens, etc., que ça justifie une intervention humanitaire qui fera des milliers ou des dizaines de milliers de morts, mais c'est pour libérer les femmes. Et de ce point de vue-là, le néo-féminisme bourgeois dont on entend, c'est celui qui apparaît dans la presse, à la télévision, etc., sur les réseaux sociaux, hélas aussi, est à combattre farouchement. Enfin, c'est mon point de vue. On a le sentiment qu'il y a une espèce de... C'est pas nouveau tout ça en fait, en vous entendant, c'est encore une fois l'utilisation des termes bourgeois ou prolétariens est pas anodine. On a vraiment le sentiment qu'il y a là une véritable recherche de comment dirais-je, de diviser le prolétariat tout simplement, de la même manière que pendant longtemps et encore aujourd'hui, peut-être moins ici aujourd'hui en France ou en Europe de l'Ouest d'une certaine manière, moins, hein, ça n'a pas disparu, mais d'une certaine manière il y a encore du racisme ou quelques doctrines haineuses en tout genre qui finalement ne cherchent qu'à diviser le prolétariat sur lui-même. Moi, je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à faire un petit retour dans le passé. Nous sommes en décembre 2019. La contestation sociale pour dénoncer la contre-réforme des retraites par points descend dans la rue. Les grèves, elles prennent de l'ampleur, on l'a vu, c'était un mouvement social et syndical puissant, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, entre guillemets, mais qui néanmoins redonne du souffle ce qu'on va appeler le mouvement populaire d'une manière générale qu'ont amorcé les Gilets jaunes. Et de plus en plus, il semble depuis lors que les femmes, les travailleuses, qu'elles soient salariées, au chômage, étudiantes, apprenties ou même déjà à la retraite, eh bien que ce sont elles qui seront très certainement les plus impactées par la destruction de notre système de retraite par répartition. Alors cette contre-réforme, elle a été suspendue pour cause de crise sanitaire, mais il était inévitable de ne pas mentionner que juste avant notre confinement général, la première lecture du projet de loi est passée en force par l'utilisation du fameux 49.3 par le gouvernement d'Édouard Philippe.
Diane Gilliard, si ce projet de loi venait à être remis sur les rails et à aboutir, quel en serait l'impact sur les retraites des femmes, ou plus largement, hein, pas parler précisément de quel salaire, mais plus largement, quel serait l'impact sur leurs conditions de vie ou même leurs conditions de travail pour celles qui ne sont pas encore à la retraite. Parce qu'on pense notamment pour les femmes hein, aux carrières assurées, aux salaires faibles, plus faibles que ceux des hommes en tout cas, pour une partie de ces femmes, aux périodes de grossesse qui viendraient impacter l'accumulation de ces fameux points de retraite. Qu'en pensez-vous, Diane? Ah vous avez tout dit quasiment. Parce que la bourgeoisie veut maintenir patriarcale, hein, veut maintenir les femmes dans l'infériorité, mais ça la gêne pas du tout de mettre les femmes au travail quand elle en a besoin, de les faire sortir. Et là, toutes les règles patriarcales sont violées. Hein. Et tout ça, tout en maintenant le mythe que le salaire féminin est un salaire d'appoint. On sait bien que c'est pas vrai parce que aujourd'hui il y a énormément de familles qui ne peuvent pas vivre sans deux salaires, celui de l'homme et celui de la femme. Hein. Et ça, le fait que ce soit considéré comme un salaire d'appoint, ça permet de payer moins, d'imposer des temps partiels, de ne prendre le gouvernement, hein, pas ou peu de mesures pour faciliter ce que le vocabulaire bourgeois appelle la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ou de la vie privée. Et c'est ça qui produit des trous dans les carrières. Je mets aussi des guillemets à carrière parce que carrière d'hôtesse de caisse, c'est pas terrible. Hein. Et donc des trous au moment des grossesses, en congé maternité, par exemple, ou quand les enfants sont petits, parce qu'il faut s'en occuper, si les crèches sont chères, si il n'y a pas de nounou à proximité, je pense aux femmes à la campagne qui doivent en plus, j'habite la campagne, hein, qui doivent en plus faire des kilomètres pour aller travailler, qui doivent amener leur môme ça s'appelle à l'assistante maternelle, à la nounou, et puis reprendre la voiture pour faire 30-40 kilomètres pour aller travailler dans une grande surface où elles sont hôtesses de caisse avec des horaires hachés et des temps partiels imposés parce que les grandes surfaces s'arrangent pour ne jamais offrir des temps complets aux femmes, hein, même si elles veulent. Donc tout ça fait des maigres salaires, donc des retraites misérables, qui sont encore péjorées par la réforme, comme vous l'avez dit, avec le système à points. Elles n'auront jamais les points nécessaires pour avoir une retraite correcte. Donc en France, la situation des femmes sera dégradée et ça ne compense, et les maigres avancées obtenues par le mouvement féministe, alors là je le mets en général, hein, et ça ne compense absolument pas ce qui leur est infligé, parce que la majorité des femmes est partie par profession ou ex-profession si elles sont retraitées, ou par la dépendance économique au conjoint, elles font partie de la classe laborieuse, et là, ça sera une catastrophe. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le temps, mais à ce propos, il y a des témoignages qui ont été recueillis de femmes qui travaillent actuellement dans la crise sanitaire, ou bien on peut traiter après. Hein. Mais oui, on va y venir après, notamment sur la crise sanitaire. Ouais. Juste après, mais alors, effectivement, ce qui bon, ça prête à sourire. Pourtant, il semblait que cette réforme, cette contre-réforme des retraites, effectivement, devait être une réforme, en tout cas, qui était présentée ainsi universelle. Donc, on se demande un peu, finalement, aurait-il raison il y aurait sûrement une raison, donc de ne peut-être pas diviser les femmes entre elles, ou en tout cas diviser entre ce féminisme bourgeois et féminisme prolétarien, puisque cette réforme finalement universelle est censée apporter le bonheur à tout le monde.
Oui, mais ça, c'est de la com gouvernementale. Ça vaut même pas la Vraiment. Fadi Kassem, est-ce que vous voulez réagir à tout ça? Et, bon, évidemment que je souscris totalement aux propos de Diane Gilliard. Étant enseignant dans le secondaire et de surcroît au collège, je tiens à préciser que les hommes sont bien moins nombreux que les femmes à travailler dans ce secteur. Et c'est important de le signaler. Pourquoi? Parce que l'une des professions de l'avis même, d'ailleurs, du gouvernement lui-même, qui reconnaissait qu'effectivement ce qu'on appelle la réforme, qui est en fait une contre-réforme, très clairement des retraites, l'une des professions qui allait être parmi les plus impactées était celle des enseignants. Et il est très significatif de constater que, par conséquent, ça allait être essentiellement des femmes qui allait être impacté par cette contre-réforme des retraites, puisque je rappelle que dans le cadre des solutions qui étaient envisagées pour les enseignants, on allait vers une perte jusqu'à 900 à 1000 euros par mois de retraite. C'est absolument considérable. Évidemment, le montant aurait varié en fonction du gras certifié, agrégé ou que sais-je encore. Mais donc, c'est-à-dire, on allait appauvrir encore un peu plus le cas des enseignantes, qui, au demeurant, sont déjà frappées par un autre problème, c'est le gel du point d'indice de la fonction publique et le fait que depuis 30 ans, le pouvoir d'achat réel des enseignants, hommes-femmes confondus, là pour le coup, a diminué de 20%. C'est-à-dire qu'on se retrouve donc euh, on trouve donc dans cette situation où les femmes allaient être sont déjà partantes dans un premier temps du fait des écarts de salaire et encore dans le cadre de la fonction publique, il se trouve en tout cas chez les enseignants, il n'y a pas d'inégalité homme-femme en termes de revenus puisque ce qui compte c'est la qualification, le grade, etc. Mais avec des salaires qui sont déjà faibles et de surcroît, les femmes allaient être handicapées comme les hommes par cette contre-réforme des retraites. Ce que je dis pour les enseignantes est d'ailleurs valable au demeurant pour un certain nombre de femmes, d'autres qui exercent d'autres métiers dans la fonction publique d'une part, et puis d'autres cas, beaucoup de femmes, il ne faut pas l'oublier, qui sont soit en CDD, soit intérimaires, soit à temps partiel, parce que elles se retrouvent également face à des obligations personnelles, si vous voulez. Donc, par conséquent, il est très clair que tout l'ensemble des contre-réformes qui sont menées sur un plan économique et social touche tout le monde, et en particulier un grand nombre de femmes issues justement de classes populaires, voire de classes moyennes. Est-ce qu'on peut dire alors du coup que, comme on l'a entendu, que les femmes, en tout cas les femmes travailleuses, celles qui peuvent répondre du féminisme prolétarien, donc est-ce que ces femmes-là seront celles que vous décrivez depuis tout à l'heure, comme on disait, les grandes perdantes de cette contre-réforme des retraites? Oh bah il y a évidemment, ça va de soi, d'autant plus qu'encore une fois, la contre-réforme des retraites, elle vise à tout simplement faire. Enfin d'ailleurs c'est François Fillon qui l'avait annoncé en 2016 devant un parterre de patrons, qui est que finalement l'objectif finalement de la retraite à points, c'était de faire baisser le montant des pensions. Bon, il est évident que les femmes qui vont être les femmes vont être très impactées, notamment les femmes prolétariennes, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où on calcule les ensembles de ce qu'on appelle une carrière, sachant que dans une vie, eh bien, vous avez de plus en plus de rupture conventionnelle de contrat, de facilitation de licenciement à la suite de la destruction du code de travail opéré déjà sous le gouvernement Valls et puis bien sûr sous le gouvernement Philippe, avec les fameuses ordonnances Macron. Il est évident que ce sont d'abord les femmes prolétariennes du privé et puis, j'insiste encore une fois, les femmes qui travaillent aussi dans le secteur public qui vont être touchées, c'est évident. Diane, vous vouliez réagir rapidement à ça? Non, je voulais dire que justement, parce qu'il n'y a pas seulement la contre-réforme des retraites, il y a la casse des services publics. Quand on casse les services publics, on casse un certain nombre d'institutions, d'organismes qui soulageaient les femmes, et puis qui étaient gratuites ou presque gratuites, qui soulageaient les femmes. Je pense aux crèches, je pense aux
enfin, à tout ce qui se passe dans l'éducation nationale du point de vue de l'enseignement des enfants et dans les petites classes, etc. Et ça, c'est absolument terrible pour les femmes parce que ça faisait partie des éléments qui leur permettaient de tenir. Et j'ajoute encore ce que Fadi Kassem n'a pas dit, c'est qu'il y a l'immense majorité, je ne sais pas le pourcentage, mais l'immense majorité de ce qu'on appelle les familles monoparentales, c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et si on fait payer, on augmente le prix des cantines ou on supprime les cantines pour les enfants de chômeurs, etc., c'est une dégradation épouvantable de leurs conditions. Et on y va. Alors justement, pour continuer, donc face aux différentes crises, aux différentes réformes, nous allons passer au sujet actuel qui nous intéresse en cette période de confinement, donc le coronavirus. Justement, on parle de confinement généralisé. Donc effectivement, ça concerne une grande partie de la population, mais pas tout le monde. Et justement, depuis le 17 mars, on voit bien que l'activité économique, donc depuis le début du confinement, a fortement ralenti, que le chômage partiel, le télétravail ont pris beaucoup plus de place, on en parle beaucoup plus maintenant. Et cependant, on voit que les activités essentielles à la nation alors qui sont considérées, donc les activités dites essentielles à la nation, continuent de tourner. Et on voit que la plus grande partie de ces secteurs professionnels semblent très féminins. Alors, Fadi Kassem, est-ce qu'on peut évoquer qui sont ces femmes qui ne sont pas confinées, justement, et qui travaillent encore? Il y a plusieurs secteurs, hein, clairement, d'activités qui d'ailleurs concernent essentiellement, encore une fois, des femmes issues de classes populaires en particulier. On parlait justement des caissières que dans le vocabulaire de domination et d'exploitation, on appelle désormais hôtesses de caisse. Il faut bien comprendre aussi que la domination, de ce point de vue, il ne faut pas le nier quand on est justement dans une approche marxiste-léniniste de la chose, elle est aussi dans les concepts. Hôtesse de caisse, vous voyez, c'est beaucoup plus valorisant que caissière, alors qu'en réalité, on retrouve des femmes qui justement voient défiler des clients qui n'ont pas de protection, pas de masque. Il faut signaler que ça a mis beaucoup de temps, et je pense que d'ailleurs tous les supermarchés actuels n'en sont pas équipés. Il a fallu beaucoup de temps pour que les caissières bénéficient notamment de ces masques. Il faut bien sûr citer l'ensemble du corps médical qui comprend une grande proportion de femmes, notamment parmi les infirmières, les aides-soignantes, des infirmières et des aides-soignantes qui justement, tout comme les caissières, sont aussi obligées de laisser leurs enfants, si elles peuvent, si elles ont un compagnon, un époux, compagnon époux peut jouer ce rôle-là à la maison. Sinon, doivent le déposer aussi dans des écoles parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants de personnel soignant sont également accueillis par des personnels éducatifs et en particulier des personnels éducatifs féminins. Donc vous voyez que vous avez déjà ces trois corps de métier, puis sans oublier effectivement d'autres corps de métier féminins qui peuvent être engagés, y compris d'ailleurs au sein de la police, hein, parce que vous avez des effectifs policiers qui n'avaient pas de protection parmi des femmes, quand bien même d'ailleurs, entre parenthèses, parmi les policiers, on pourrait parler aussi de la pratique qui était faite des contrôles de confinement. Mais là, raisonnons uniquement d'un point de vue des femmes en tant que travailleuses, si j'ose dire. Notamment ces trois secteurs dont je viens de parler qui étaient concernés. Il y en a certainement d'autres d'ailleurs, mais je pense que Diane Gilliard pourra compléter. Oui, tout à fait. Donc, ce sont les secteurs essentiels, comme on le voit à la nation, hein, qui sont les travailleurs les travailleuses des secteurs essentiels actuellement qui continuent de travailler. Ce sont souvent des métiers qui prennent beaucoup d'énergie, qui demandent une implication forte, de première ligne, comme dirait Macron. Peut-on dire, Diane, peut-on dire, compte tenu du constat actuel, que tous ces secteurs sont essentiellement féminins? Oui, alors j'ai reçu, Fadi a assez expliqué, hein, que bon, il y a une dimension importante, hein, c'est que on a vu
Et même, il y a même des journaux bourgeois qui commencent à le dire, que sans l'activité de de tous les gens qui sont contraints de travailler quand même, donc dans dans les commerces, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et avec surprise, j'ai appris que les assistantes maternelles continuaient aussi à garder les enfants. On s'est aperçu que tous ces gens, mais aussi les gaziers, les électriciens, les éboueurs, etc., le pays tient grâce à eux. Les plus mal payés, les plus invisibles, c'est grâce à eux que ça tient. Et je voudrais profiter de l'occasion pour citer quelques lignes de deux témoignages qui sont parvenus aux camarades. Par exemple, une femme qui est assistante maternelle, elle continue d'accueillir des enfants. Elle dit bon, qu'elle doit gérer le travail scolaire de ses enfants, envoyé par mail par les instituteurs, et se préoccuper des enfants qu'elle accueille. Et alors, ça veut dire qu'il dans cette période, il faut aussi penser au virus. Désinfection de l'environnement, des jouets, des poignées de porte, lavage de mains plus régulier que d'habitude, et prendre en compte les gestes barrières que l'on leur demande d'appliquer. Mais comment est-ce qu'on peut garder ces distances avec des enfants en bas âge? Mais bon, apparemment, l'État ne se préoccupe absolument pas des conditions dans lesquelles elle travaille et des risques de contamination d'elle, des enfants, des parents, etc. Et voilà, elle ajoute que si nous refusons l'accueil d'un enfant, c'est considéré comme un abandon de poste et donc nous pouvons oublier notre rémunération. Et une femme qui est aide-soignante ajoute que c'est dans les EHPAD, enfin dans l'EHPAD où elle travaille, c'est épouvantable parce que comme on a supprimé les kinés, les visites, les activités, les résidents âgés perdent chaque jour en autonomie. Et ça veut dire perte d'autonomie des résidents, ça veut dire plus de travail pour les aides-soignantes. Des résidents qui étaient complètement autonomes il y a un mois pour le repas, la toilette et s'habiller ne le sont plus du tout. Et pourtant, nos fiches de poste n'ont pas évolué, ne prennent pas en compte cette charge de travail supplémentaire. Donc, en plus du boulot à faire en supplément à cause du corona, on a aussi du boulot en plus avec les résidents qui sont qui sont de plus en plus dépendants. Bon, et puis ensuite, elle parle des protections qu'on leur a données, c'est absolument épouvantable. Il y a dans son EHPAD des personnes en isolement parce qu'ils sont allés à l'hôpital. Et alors, quand ils reviennent, ils sont en isolement au cas où ils auraient été en contact avec des gens positifs. Alors, les soignantes devraient changer de masque quand on leur fait des soins. Mais comme il n'y a pas assez de masques, elles restent avec le même toute la journée, ce qui donc les rend totalement inutiles. Il n'y a plus de surblouse. Du coup, on nous a acheté des tabliers jetables en plastique qui ne protègent rien du tout. Mais quand même, depuis 2 jours, par contre, on a le droit à des lunettes, des charlottes et des manchettes pour protéger nos bras. Les tenues sont à manches courtes. Donc ça, c'est un bon progrès, même si le tablier ne sert pas vraiment à grand-chose. Enfin, on ne peut pas dire que, enfin, oui. Alors, de ce point de vue-là, c'est une augmentation caractérisée de l'exploitation, parce que plus de travail. Bon, les horaires, j'ai pas lu, mais il y a des pressions sur les horaires aussi. Il y a plus de travail pour un même temps de travail, un même salaire et une même personne. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Mais j'en profite pour citer à propos de l'augmentation de l'exploitation, pour citer une petite phrase de Marx que j'adore, qui dit, Marx dit quelque part dans le Capital, ça dit, il faudra me dire où c'est, je l'ai pas retrouvé. Le capital a horreur de l'absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le capital devient hardi. À 20%, il devient enthousiaste. 50%, il est téméraire. À 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines et à 300%, il ne recule devant aucun crime. Je pense quand
quand on parle de l'augmentation de l'exploitation, il faut penser à ça, hein, parce que tout ce que les patrons ne payent pas ou se mettent de côté, c'est tout ça qui va en diminution des salaires. Et c'est le but. Alors, du coup, selon vous, est-ce qu'il s'agit là donc d'une période d'exploitation qui serait accrue et d'ailleurs, est-ce qu'on serait plutôt dans Oui, dans le sens une continuité où historique? le travail est fait dans le même temps. D'accord. Alors, mais est-ce qu'il y a une continuité historique, notamment par le biais de l'exploitation en général, dont on sait qu'elle ne date pas seulement d'hier, hein, selon vous? Là, euh, là, je comprends pas vraiment la question. Quoi, la continuité historique? Bah oui, mais Parce que si vous voulez, moi, je vais faire peut-être un petit peu. bon là, comme je Euh, comprends pas la question, il faut que je... Fadi vienne à mon secours. Peut-être Fadi, si vous voulez répondre tout de suite ou. Alors, si je comprends bien l'histoire de continuité historique, ce serait l'idée que, dans le fond, malgré un certain nombre d'avancées qui ont pu être obtenues, on reste toujours dans un régime important d'inégalité, d'abord entre les hommes et les femmes, et puis d'inégalité entre femmes, c'est-à-dire d'exploitation et de domination, notamment des femmes issues des classes populaires. C'est bien dans ce sens-là que Bien sûr, ouais, oui, oui. alors, bah, après, de toute façon, c'est aussi par cycle. Et là, moi, je rebondis sur ce que disait Diane tout à l'heure, à juste titre, la destruction des services publics, qui frappe considérablement, bien sûr, les hommes, mais également les femmes, et en particulier les femmes de classe populaire. Pour prendre un seul exemple qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui peut être évoqué par rapport à ce que disait Diane tout à l'heure, puisque Diane faisait référence aux familles monoparentales, etc., c'est par exemple la destruction des services de justice. Le fait que des tribunaux dans des territoires de villes moyennes, etc., puissent être supprimés, le fait que l'on justement veut accélérer les procédures, le fait que les frais qui sont liés à des démarches juridiques coûtent énormément, ça aussi ce sont des problèmes importants et qui marquent une régression, c'est-à-dire que le paradoxe veut qu'on puisse avoir éventuellement quelques petites avancées par-ci par-là. On a eu des avancées d'ailleurs plutôt il y a quelques décennies. Et finalement, ces avancées propres aux femmes, désormais, sont menacées par quoi? Par la destruction générale du cadre collectif, hein, la sécurité sociale, donc les hôpitaux, la question des tribunaux. Parce que je répète que c'est un vrai problème, notamment quand on est engagé dans des procédures de divorce, par exemple, etc. Là j'insiste dessus parce que la continuité, il est vrai que de toute façon, pour les femmes, pour les femmes issues en tout cas, la continuité en termes d'exploitation, de nécessité de se battre pour non seulement conserver ce qui a été acquis, mais en plus pour obtenir davantage, cette continuité historique, elle est toujours présente en ce sens-là. Et à l'heure actuelle, on est malheureusement davantage dans une phase de régression de progrès social, entre autres. D'accord, parce que d'aucuns pourraient bien sûr vous dire que tout semble quand même aller de mieux en mieux, que la répartition des tâches domestiques elle s'améliore, que les hommes s'occupent bien plus des enfants qu'avant, qu'il y a de plus en plus de femmes qui semblent, on sait même pas qui semblent, hein, bon, ce sont des chiffres qui dirigent des entreprises et même des grandes entreprises, les inégalités de salaire qui tendraient à se réduire. Donc finalement, est-ce que la bataille féministe, elle n'a pas été remportée ou est-ce qu'elle n'est pas en phase, tout simplement, d'être remportée? Qu'en pensez-vous? Ça me paraît beaucoup trop présomptueux parce que là encore, d'abord, les écarts de salaire restent importants, notamment dans le cadre du secteur privé. Alors effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes à responsabilité, on va dire, même si elles restent d'ailleurs au demeurant minoritaires. Mais là encore, on raisonne de toute façon sur des femmes qui, pour un certain nombre d'entre elles, pour la grande majorité même, sont issues plutôt des catégories bourgeoises, ont fait des études supérieures, etc. Et j'insiste sur le fait que pendant ce temps-là, les conditions de travail, d'exploitation, de destruction des services publics pénalisent la grande majorité des femmes, d'autant plus qu'il ne faut jamais oublier que la séparation entre la sphère domestique et la sphère professionnelle est de plus en plus
est de plus en plus ténue, ne serait-ce que parce que vous pouvez être sollicité à n'importe quel moment de votre quotidien lorsqu'on vous proclame que désormais le travail va être flexibilisé, qu'il faudra travailler le dimanche, ce genre de choses. Donc en réalité, toutes les contre-réformes qui sont menées d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue structurel, frappent considérablement une grande majorité de femmes, et ce, quelles que soient les éventuelles avancées qui existent, qui ont lieu, et qui généralement bénéficient davantage aux femmes qui ont la possibilité de bénéficier de ces avancées, c'est-à-dire souvent des femmes éduquées, issues plutôt de classes aisées, et qui justement vont avoir comme principale préoccupation dans leur rapport de force avec donc elle dénonce un rapport de force qui sera beaucoup moins matériel et beaucoup plus lié à des problèmes de violence, notamment sexuelles, sexistes, ou des violences symboliques. Diane Gilliard, selon vous, est-ce qu'effectivement on serait plutôt non pas dans, est-ce qu'on n'irait pas effectivement dans le bon sens, mais plutôt on serait plutôt dans une phase de régression en ce moment? Alors, si on voit toutes les attaques menées par le gouvernement Macron et le MEDEF, je crains le pire. Si le peuple, le mouvement populaire, le mouvement ouvrier ne se dresse pas pour bloquer toutes ces contre-réformes et toutes ces attaques aux conditions de vie, je vois enfin, on va vers le pire pour les femmes parce que les attaques des patrons, l'attaque de la classe dominante, elles frappent toujours plus les plus faibles. Or, les femmes de la classe ouvrière, comme d'autres catégories, je sais pas, les handicapés, les malades, les vieux qui ont des toutes petites retraites, etc., etc., les femmes font partie des plus faibles, des plus fragiles dans la société. Et donc, il est essentiel de travailler à la construction d'un mouvement de riposte, d'un mouvement ouvrier de riposte. Je sais que c'est difficile, mais c'est la seule voie parce que, comme Marx le disait, hein, quand le capital flaire 300% de profit, il ne recule devant aucun crime. Et on n'est peut-être pas encore au crime, mais on en est à fouler toutes les lois humaines. Effectivement, Diane, vous avez fait une bonne transition, notamment en parlant comment dirais-je, d'une certaine mise en pratique, etc. Comment faire? Eh bien, effectivement, quels seraient donc les moyens de faire évoluer les mentalités? Quelles seraient les manières pratiques à mettre en place pour faire évoluer les mentalités, pour ne plus aller être dans cette régression, mais changer le cours de l'histoire pour repartir dans le bon sens? Et en préparant l'émission avec les camarades, on avait en tête un exemple historique assez somme toute original. Il s'agissait d'une mesure prise durant la révolution burkinabé, interdisant aux femmes, alors il faut bien suivre, interdisant aux femmes de se rendre dans les marchés pour obliger les hommes à s'occuper eux-mêmes des courses alimentaires, une tâche qui était le privilège, avec beaucoup de guillemets, des femmes burkinabées. Alors que pensez-vous de tout ça? Est-ce que ce genre de mesures sont, Diane Gilliard, à envisager? Est-ce qu'il faut peut-être même être autoritaire pour imposer une logique féministe de la société? Oui, alors, mais imposer d'un point de vue moral sans garantir les bases matérielles pour que ça se réalise, ça ne sert à rien. À part ça, quand Sankara a envoyé les hommes au marché, bah, c'était très bien. C'est pas fondamental, mais c'est très bien, surtout si on sait que la société burkinabé était et est toujours une société très machiste comme toutes les sociétés africaines, hein. Parce que l'essentiel, c'est pas que de prier les hommes d'aller au marché, ou de les encourager, ou de les forcer à aller au marché, ou de les forcer à partager les tâches domestiques. L'essentiel, c'est de libérer les femmes d'abord de leur dépendance économique de leur conjoint. Les femmes vietnamiennes, donc de l'Union des femmes vietnamiennes, ont aussi affirmé l'égalité des sexes passe par leur égalité économique.
Ce qui, si elles sont plus dépendantes du père ou du conjoint pour vivre, euh, elles, elles peuvent alors commencer à s'occuper, à investir tous les domaines sociaux, à participer à toutes les activités sociales, politiques, économiques, culturelles, etc. Si bien que, mais c'est pas, l'axe de la lutte doit pas être une question sociétale. Si on dit envoyer les hommes au marché, c'est bien, ça reste une question sociétale. Hein. Le but, c'est la c'est penser, prévoir, réfléchir à la réorganisation générale de la société avec un degré bien plus élevé de socialisation de la l'organisation de la vie quotidienne, de la production, de la consommation, et donc des prétendues tâches domestiques, travaux ménagers privés que Lénine critiquait, enfin plaignait les femmes d'être condamnées à ces travaux tristes, répétitifs, fastidieux, etc. Donc, c'est ça qu'il faut viser, et c'est là où mettre l'accent plus que donc sur la défense des femmes pour qu'elles parviennent à l'égalité économique avec les hommes, mais ce qui signifie pas non plus que les hommes seraient des privilégiés. Il faut faire aussi attention à ça parce que, par exemple, l'Union européenne demande l'égalité des femmes avec les hommes, il y a des bureaux de l'égalité partout, sous-entendant que ce qu'ont les hommes aujourd'hui, les hommes de toutes les classes, c'est l'idéal, ils sont des privilégiés, il suffit que les femmes aient la même chose, c'est-à-dire les mêmes conditions d'exploitation, les mêmes salaires insuffisants, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas de l'égalité, il s'agit de l'égalité au sein de l'organisation capitaliste, mais de l'égalité dans une société complètement réorganisée, et y compris avec une socialisation enfin comment dire, avec des infrastructures permettant aux femmes de profiter de mesures de socialiser ce qu'avait pour être libérées des tâches domestiques et pouvoir participer à toutes les activités de la vie, d'être créative, etc. C'est ce qui se faisait dans les pays socialistes depuis Lénine, où il y avait en Union soviétique, mais aussi et surtout en République démocratique allemande, il y avait des crèches, des garderies, des salles pour l'allaitement des ouvrières qui avaient des bébés, et il y avait des restaurants d'entreprise, des épiceries d'entreprise dans les entreprises, et même des laveries qui leur permettaient de ne pas devoir mettre tous les vêtements à la machine à laver en rentrant le soir et de s'en occuper, etc. Et ça a été complètement détruit, ce qui fait que la destruction des pays socialistes a pesé énormément sur les femmes. Il me semble que c'est les femmes qui ont payé le plus lourd tribut. Parce que, par exemple, les femmes est-allemandes qui avaient toute cette organisation, euh, comment on dit ça, tous ces moyens qui les soulageaient des tâches domestiques alors qu'elles travaillaient, puisque tout le monde travaille dans une société socialiste, euh, et maintenant, si elles ont du travail, si elles ne sont pas au chômage, elles continuent à travailler, elles doivent tout faire, et leur mari qui est compagnon, qui grâce à la socialisation accrue des tâches domestiques, participait à ces mêmes tâches domestiques à l'intérieur du foyer. Bon, parce qu'il y en a toujours, hein, on peut pas toujours manger à la cantine, on a aussi envie de se faire à manger. Et maintenant, ils ont repris leurs mauvaises habitudes
de machos ou si c'est sinon eux du moins leurs enfants qui sont nés ont grandi dans la République allemande ou dans l'Allemagne de l'Est annexée à la République allemande capitaliste. Et c'est les femmes, et je sais pas comment ça se passe en Roumanie et en Bulgarie, mais je crains le pire. Parce qu'en plus, c'est des sociétés qui, je pense, étaient plus machistes, disons, que la société allemande. J'en sais rien, hein, je ne suis pas compétente, mais il me semble. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que la destruction des pays socialistes a pesé le plus lourd sur les femmes, et les femmes ouvrières en particulier. D'accord. Donc justement, vous parliez d'accumulation, donc qui profite en grande partie aux hommes. On entend aussi beaucoup parler depuis en fait la mise en place, l'invention de l'agriculture, de l'élevage. On voit bien que l'accumulation a profité en grande partie aux hommes. On entend aussi beaucoup parler d'écoféminisme, de communisme primitif, de l'égalité des sociétés primitives. Est-ce que vous pensez que pour faire face à l'accumulation, à la concentration finalement du capital, il faudrait revenir à une sorte de communisme primitif, à un état naturel des choses qui serait par essence féminin pour gagner justement cette bataille du féminisme? Oui, sur voilà, sur la question de revenir aux temps anciens où tout était beau et joli, gentil, tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de classe, etc. Et d'ailleurs, les sociétés primitives, au temps du communisme primitif, elles étaient dominées, elles étaient matriarcales, elles étaient dominées par des déesses mères, etc. Bon, à mon avis, tout ça, c'est des sottises, parce que comme dit Dominique Pagani, un enfant qui est né à l'époque de la pierre taillée ne reviendra jamais, l'époque de la pierre polie ne reviendra jamais à l'ère de la pierre taillée. Les forces productives se développent depuis que les humains se sont organisés même dans le communisme primitif, et elles continueront à évoluer, à se développer. Toute la question est de savoir comment, pourquoi, au service de qui, améliorer, inventer, etc. Et voilà. Et puis quant au mythe que les femmes, ça serait mieux si c'était dirigé par les femmes, c'est complètement imbécile. Ça voudrait dire, ça part d'une idée, de l'idée qu'il y a une essence féminine et que toutes les femmes seraient semblables et tous les hommes seraient semblables et que par définition les femmes seraient plus gentilles, plus compréhensives, plus douces et que le gouvernement des femmes serait plus doux. Moi, j'ai pas vu que Madame Thatcher et Madame Albright, la ministre des Affaires étrangères américaine, étaient particulièrement gentilles. Elles avaient le pouvoir. Enfin, surtout Madame Thatcher. Madame Albright, c'est celle qui a dit que un blocus contre l'Irak qui a coûté la vie de 500 000 enfants, ça en valait la peine. Voilà. Alors, c'est complètement idiot. Hein. Et à part ça, ça va aussi dans cette tendance à l'obscurantisme qui fait des ravages aujourd'hui, où il faut retourner au temps ancien, où on commence à croire, où on s'intéresse aux chamans, et où j'ai vu qu'il y avait même sur Internet la recette de la lampe à huile, hein, comment faire sa lampe à huile, alors que en tout cas, les anciens Égyptiens, ils connaissaient déjà, je pense, avant encore, mais ils éclairaient les rues de leur ville à la lampe à huile. Non, c'est complètement imbécile. Il y a un retour, effectivement, vous le démontrez bien, effectivement, c'est un retour en arrière et finalement, tout ce qui peut un peu s'englober dans ce qu'on appelle l'écoféminisme en règle générale, où il y aurait effectivement, comme vous l'avez dit, il y aurait une essence féminine, voilà, où ensuite découlent des théories sur
étant donné que les femmes donnent la vie, elles sont un peu comme à l'image de la terre nourricière, etc. Quelque chose, un tas de choses, comme vous l'avez bien dit, absolument, enfin un peu, on pourrait mettre des guillemets, mais un peu chamanique. Ça parlera à tout le monde. Bon, effectivement, il y a ce retour en arrière, mais bon, vous prouvez bien, effectivement, et ces deux concepts de féminisme prolétarien et féminisme bourgeois sont basés, vous le prouvez depuis tout à l'heure, sur des faits. Le reste dont on parlait avant semble plutôt basé sur des idées, et qui restent des idées assez vagues. Donc finalement, vous avez le poids des faits, effectivement, mais alors donc, puisqu'il ne faut pas vous le dites, surtout pas, même vous le dites, revenir en arrière et un pseudo état naturel des choses qui serait bien meilleur. Je me tourne vers vous, Fadi Kassem, mais puisqu'il faut aller donc de l'avant, quelle perspective politique, de court, moyen et ou de long terme faut-il envisager pour gagner, comme on l'entendait tout à l'heure dans une autre question, cette bataille féministe, voire plus? Alors, les perspectives, d'abord, je souscris également aux propos de Diane, puisque effectivement, Marx, Engels, Lénine n'expliquaient pas qu'il fallait justement revenir en arrière, mais s'appuyer sur ce qui pouvait être apporté pour les droits des femmes, tout en combattant les aspects négatifs. Je vais prendre une seule chose. Je ne suis pas certain que le fait qu'il y ait un lave-vaisselle, par exemple, ce soit une mauvaise nouvelle. Un lave-vaisselle, ça peut être la possibilité de justement décharger d'une tâche qui n'est pas évidente, celle de pouvoir des petites choses matérielles, ces petites choses matérielles. Le temps, c'est la même chose. Alors après, vous me direz, il faut ranger la vaisselle, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est là où se jouent dès lors les rapports hommes-femmes, éventuellement au sein d'un couple. Et c'est là où justement nous devons agir pour que on puisse éviter au maximum qu'il y ait cette inégalité. Alors comment agir? D'abord, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut agir sur les services publics, sur l'importance de préserver et de développer, pas seulement préserver et sauver ce qui existe, mais de développer véritablement les services publics, ainsi que des mesures qui permettent justement aux femmes, et notamment aux femmes issues des classes populaires, d'être libérées d'un certain nombre de tâches domestiques dont elles seraient beaucoup trop, qu'elles occuperaient beaucoup trop. Je vais prendre un seul exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance de bénéficier d'un bonheur personnel depuis quelques mois, il faut savoir qu'aujourd'hui, les hommes n'ont droit qu'à 15 jours de congé paternel. 15 jours. Évidemment, les femmes beaucoup plus, avant et après, et encore dans des proportions moindres. Dans des pays qui ne sont d'ailleurs pas au demeurant socialistes, les hommes peuvent avoir jusqu'à 6 mois de congé paternel. N'est-ce pas là justement un moyen d'entrer, puisque l'on parle toujours de la nourricière qui enfante, est-ce que là c'est pas un moyen, un premier moyen, en allongeant considérablement le congé paternel, de pouvoir rééquilibrer un petit peu plus déjà dans cette sphère domestique les rapports hommes-femmes. C'est un premier moyen parce que contrairement à ce qu'on pense, un certain nombre d'hommes sont prêts et veulent bien évidemment s'occuper de leurs enfants parce que ce sont aussi leurs enfants à égalité avec donc leurs épouses, leurs compagnes, etc. Mais au-delà, j'insiste sur les services publics. Parce que les services publics, encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce sont donc les tribunaux, les hôpitaux, avec la nécessité d'une véritable revalorisation, nous appelons de nos voeux une revalorisation considérable, une augmentation des salaires, notamment des enseignants des services hospitaliers, dans le public, et puis évidemment dans le privé, nous appelons à ces augmentations de salaire, mais pour qu'elles aient lieu, encore faut-il utiliser une arme centrale qui est la nationalisation de grands secteurs importants, à commencer par la grande distribution. On voit que les caissières sont clairement soumises à de terribles pressions. Donc, en réalité, ça nécessite d'utiliser des outils, notamment économiques et sociaux d'une part, et pour cela, au passage, d'en finir avec tous les obstacles, à commencer par l'Union européenne. Et puis, par ailleurs, j'insiste en particulier sur le secteur des tribunaux et du suivi de la justice. Pourquoi? Parce que cela permet de toucher un autre problème qui est celui des violences conjugales, dont sont victimes incontestablement de nombreuses femmes,
plus souvent d'ailleurs probablement dans les catégories populaires déjà parce qu'elles sont bien plus nombreuses et aussi parce que c'est souvent dans un cadre familial et social difficile que se retrouvent des violences conjugales. Or, à partir du moment où vous démantelez la justice, où vous empêchez un véritable suivi des personnes qui sont incarcérées, mais également où il n'y a pas de véritable prise en compte des plaintes qui sont déposées éventuellement par des femmes de classe populaire, va vous empêcher de lutter justement contre ces rapports de force et contre ces violences qui ont lieu. Et finalement, on ne retient dès lors que les seules violences sexistes et sexuelles qui auraient lieu et qui frapperaient finalement des femmes issues de conditions aisées. Je voudrais ajouter que ce point-là de défense et de développement des instances juridiques, judiciaires qui permettraient aux femmes de se défendre des violences qu'elles ont subies, sur ce point-là, il n'est pas exclu qu'on puisse rallier une partie du féminisme petit bourgeois sociétal. Ça, c'est aussi important parce qu'il faut rallier le plus grand nombre de femmes possible sur des causes qui vont dans le sens que nous défendons. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Tout à fait, Diane. Allez-y, Fadi. Oui, juste pour me permettre, j'aimerais ajouter aussi dans la perspective politique que cette perspective politique elle ne peut être portée que lorsque l'on vise un véritable projet collectif, si ce n'est un projet commun. Autrement dit, dans une perspective communiste. Parce qu'à partir du moment où on est dans une logique complètement individualiste, je dis pas, attention, soyons bien clairs, il ne s'agit pas de nier l'individualité de chacune et chacun d'entre nous, là n'est pas la question. À partir du moment où ce qui prime, ce n'est pas tant l'individualisme que l'égoïsme, c'est-à-dire le fait que, après tout, un certain féminisme va revendiquer la liberté de jouir absolument sans entrave. La jouissance sans entrave, c'est une jouissance qui paradoxalement peut se retourner d'ailleurs contre les revendications d'égalité et de libération des femmes, que l'on pense à toutes ces publicités obscènes où pour vendre où la femme voit son corps qui est véritablement transformé en objet avec une femme marchandise, pas une femme cerveau. Donc moi je mets en garde contre les perspectives de changement qui finalement auraient tendance à satisfaire davantage les aspects, on va dire, émotionnels, égoïstes, hédoniste plutôt qu'une véritable perspective commune, en somme communiste, où justement, c'est dans ce cadre-là pourrait exister une véritable égalité, en tout cas une véritable réduction drastique des inégalités entre hommes et femmes, mais également entre femmes elles-mêmes et puis entre hommes eux-mêmes. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, en particulier, je fais le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Bien, merci, merci Fadi. Merci Diane. Bon, le temps malheureusement passe à une vitesse assez folle. Nous avions déjà eu un certain retard au tout début. On a dû inévitablement un peu décaler la fin de cette émission. Donc, on va très rapidement revenir sur, comment dirais-je, quelques questions de nos chers auditeurs et chères auditrices qui ont été patients au début. On les en remercie. Donc très rapidement, alors est-ce que Diane, pardon, que pensez-vous par exemple de on revient peut-être un tout petit peu en arrière, mais que pensez-vous par exemple de ces mouvements, alors récents, collectifs ou mouvements assez récents comme Nous Toutes, ou est-ce qu'ils relèvent du féminisme bourgeois ou prolétaire, ou même d'autres mouvements un peu plus anciens dont on entend peut-être un petit peu moins parler aujourd'hui, mais qui existent toujours comme les Femen. Diane? Oh là là. Alors, c'est toujours la même chose. Ces mouvements, il ne faut pas jeter, enfin, comment dire, il faut quand même soutenir les aspects justes de leurs revendications. Là, je parle de nous toutes, mais de fait, je pense qu'il n'y a que des femmes des classes moyennes et je ne vois pas que des femmes issues ouvrières, de la classe ouvrière au sens large, y participent, ou exceptionnellement. Mais il ne s'agit pas de les condamner. Il faut soutenir quand même tout ce qu'il y a de juste
dans ces mouvements. Bon, les Femmes, c'est autre chose. Hein. Les Femmes, ça fait partie du féminisme dominant, civilisationnel, etc., avec une dimension libertaire qui veut jouer sur la provocation. Je dis pas qu'elles ont toujours soutenu de fausses causes, mais ça va quand même dans le sens du féminisme bourgeois, avec en plus la dimension provocatrice des seins nus. Ouais, je ne peux pas approuver les faits. Même d'ailleurs, quand je regarde un peu qui les soutient, qui les trouve bien, je me méfie immédiatement. Je ne crois pas que nous puissions jamais rallier les femmes que nous cherchons à atteindre, les femmes avec lesquelles nous voulons lutter sur une base telle que les Femmes. D'accord, très bien. Christophe, tu avais une question? Oui, tout à fait. Donc c'est lié également à ce que vous venez de dire, Diane, mais c'est plus large. Dans un sens, oui, c'est plus large. Ça permet d'englober davantage de choses. C'est par rapport à la question de la journée de la femme, par exemple, donc le 8 mars, et des violences policières qu'on a pu voir, et également la forte présence du féminisme bourgeois, donc pendant cette journée. Quelle est la position à adopter de la part d'une féministe, enfin des féministes prolétaires, donc ça peut très bien être des femmes, mais aussi des hommes qui sont féministes. Donc, quelle est la position à adopter face aux violences policières côté du féminisme bourgeois? Comment faire si le féminisme est dissocié de la cause prolétarienne? J'ai pas vraiment compris la question, mais d'abord, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes, proposée par Clara Zetkin, militante communiste et féministe en 1911. Et je crois que la première journée internationale des femmes s'est déroulée en 1912 en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande. Mais bon, en Suisse. Voilà, c'est la première chose. C'est pas la journée de la femme, parce que quand on dit la journée de la femme, de nouveau, on revient à cette idée qu'il y aurait une essence féminine, qu'elles seraient toutes les mêmes, avec les mêmes problèmes et les mêmes aspirations. Non, c'est pas vrai. Ça dépend à quelle classe sociale on appartient. Hein. Bon. Quant aux violences policières, il est dans les manifestations féministes, il est évident qu'il faut protester, s'opposer aux violences policières, quelles qu'elles soient. Je vois pas très bien où est le problème. Qu'il y aurait des violences policières spécifiques à l'égard des femmes. Alors ça, c'est possible parce que je suis pas sûre qu'on puisse faire confiance à la police pour être d'une grande délicatesse et d'un féminisme bien installé. Je veux dire, les vieux réflexes machistes arrivent et si on peut humilier une femme et l'humilier par son sexe, il est probable que certains vont pas se gêner. Et puis j'ai entendu pendant les répressions policières des injures, sale pute, etc. Voilà. Et ça, il faut dénoncer absolument. Et puis il faut, pour en revenir aux manifestations du 8 mars, comme c'est la journée de défense internationale de défense des droits des femmes, il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes aussi. Exactement. Oui. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Fadi Kassem, une toute dernière question puisque l'horloge tourne très vite comme je le disais. Ça va être compliqué, je crois, mais je vais vous demander d'essayer de faire une réponse assez, en tout cas la plus synthétique possible. Mais qu'en est-il? C'est une question donc d'auditeur ou d'auditrice, je ne sais pas, mais qu'en est-il de l'influence
d'une pensée qui sortirait des universités ou de certaines universités américaines dans le féminisme bourgeois moderne, et puis tout ce qui a trait à ce qu'on appelle ce post-modernisme néo-kantien, disent certains. Là. Oui, alors effectivement, hein, l'ère du postmodernisme, qui est cette mode qui vient beaucoup d'universités américaines, bah, il se trouve qu'elle se propage très clairement en France, notamment dans les milieux étudiants. J'ai une anecdote à ce sujet, enfin une anecdote, ce n'est pas moi qui ai l'anecdote, mais il y a un fait qui révèle bien justement la diffusion de ce postmodernisme qui consiste à justement, c'est un peu paradoxal, transformer les femmes encore une fois en un groupe, en essentialisant les femmes, hein, c'est un paradoxe. En début mars dernier, des étudiants de l'UNEF ont eu cette initiative à l'université de Nanterre de renommer des amphithéâtres avec des noms de femmes. Alors, je précise, des noms de femmes d'influence qui réussissent, donc sous-entendu. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir les noms de femmes qui étaient choisis. Il s'agissait, par exemple, de Beyoncé, la grande star américaine qui est multimillionnaire par sa musique. Il faut signaler également que était évoquée Aya Nakamura, ainsi que Rokhaya Diallo. Autrement dit, on voyait déjà, ce qui est intéressant, puis il y avait d'autres cas, que finalement ce féminisme-là, c'était la revendication de femmes d'influence, quelle que soit leur classe sociale, mais en réalité issues plutôt de milieux bourgeois très clairement. Donc là, on n'est même plus dans le rapport de force sociale et économique, et de surcroît avec une composante ethnique. Parce que c'est ça qui était intéressant, c'était de voir une composante ethnique. Par le passé, dans une logique progressiste, on aurait certainement eu droit à des noms d'abord beaucoup plus diversifiés au niveau des origines, ensuite beaucoup plus diversifiés d'un point de vue social. Là, c'est plus du tout le cas. Et par conséquent, on voit bien que ce postmodernisme qui consiste à déplacer la problématique d'ensemble des rapports de force socio-économiques, donc des rapports de production, hein, tout simplement, des rapports d'exploitation matérialistes, tout simplement. Et c'est ce genre de raisonnement qui tend à gagner, en particulier au sein effectivement des universités. Dans certains manuels effectivement du secondaire, on peut éventuellement retrouver ce genre comment dirais-je de raisonnement. J'insiste sur le fait que c'est particulièrement frappant dans les milieux universitaires. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que l'on voit de moins en moins les syndicats d'étudiants réagir sur des questions socio-économiques que sur les problématiques que nous venons d'évoquer là. Bien. Merci, merci beaucoup Fadi Kassem et Diane Gilliard, c'est extrêmement intéressant. Je crois que beaucoup de nos auditeurs étaient également intéressés et très intéressés. Malheureusement, voilà, on a déjà même pris beaucoup de retard. Il faut maintenant qu'on s'arrête. Merci à vous deux d'avoir participé à cette première émission, de nous avoir éclairé, d'avoir apporté vraiment un éclairage justement sur toutes ces questions, un éclairage plus qu'intéressant. Avant qu'on se quitte, néanmoins, Diane Gilliard, vous avez proposé justement que vous nous fassiez la promotion d'un ou deux ou trois ouvrages sur toutes ces questions-là qui vous paraissent pertinents pour aller davantage plus loin. Oui, alors d'abord, en tout premier, il faut lire, enfin, je suggère vivement la lecture de Friedrich Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est là que Engels explique d'où vient le patriarcat. Le patriarcat naît avec la propriété privée, naît parallèlement à la propriété privée. C'est extrêmement intéressant, assez facile à lire, il n'y a pas de jargon, mais il aborde beaucoup de questions anthropologiques. Mais vraiment, si on veut comprendre ce qu'est le patriarcat et d'où vient le patriarcat, il faut lire Engels. Ensuite, il y a un ouvrage du médecin qui est publié à l'Harmattan. Il n'est pas en vente on le trouve pas dans les librairies, mais on peut le commander. Il n'y a pas de problème. Et justement, il fait la différence. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Une femme au sens d'un être humain de sexe féminin. Qu'est-ce que la féminité?
Et puis la féminitude serait plus liée au mouvement d'émancipation féminin. Et il tord le cou à la théorie des genres, cette théorie que Fadi vient de qualifier de totalement amatérialiste. Et Est-ce c'est... que, Oh, pardon. pardon Diane, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de ce livre, s'il vous plaît? C'est femme, féminité, féminitude, virgule, ça alors, point d'exclamation. Super, merci. Et D'accord. vous aviez un troisième ouvrage, c'est ça, pardon? Oui, alors, sur les femmes ouvrières, c'est un livre de Jocelyne Georges, qui est publié aux éditions Delga. C'est les féministes de la CGT, du syndicat de la CGT, histoire du magazine Antoinette de 1955 à 1989. On remarquera qu'il a cessé de paraître en 89, année sombre, année tragique d'abandon de destruction du communisme en Europe de l'Est. Mais il a tiré à, je sais plus, 100 000 exemplaires pendant des années. Voilà. C'est les trois Mm. livres auxquels j'ai pensé. Merci Diane. En tout cas, je pense que ça va en intéresser plus d'un et plus d'une. Fadi Kassem, vous vouliez non pas revenir sur un ou plusieurs ouvrages, mais plutôt sur des propositions concrètes que formule en tout cas le pôle de renaissance communiste en France pour répondre à un certain nombre des problématiques qu'on a soulevées. Il est sûr qu'il y aurait plusieurs mesures à aborder, hein, que nous évoquons dans le programme du PRCF. Si je dois les résumer à grands traits, une des premières mesures fondamentales, c'est d'abord un renforcement, une amélioration des services publics qui ne cessent d'être détruits. Services publics dont, je répète, à la fois bénéficient et que font fonctionner les femmes. Cela signifie quoi? Eh bien, d'une part, et d'une extension de la cotisation sociale, puisque c'est à partir du régime de la cotisation sociale que l'on peut justement financer des allocations pour les familles, notamment nombreuses, des allocations qui permettent aux femmes qui désirent avoir des enfants, eh bien, de pouvoir continuer à toucher un salaire, un revenu, du moins, un revenu non négligeable. Mais au-delà de l'extension de la cotisation sociale, c'est l'amélioration de ces services publics qui, en particulier, lorsqu'ils se dégradent, desservent les femmes les plus fragiles, les familles monoparentales. On a évoqué notamment les structures judiciaires et juridiques. Elles sont centrales. Pourquoi sont-elles centrales? Eh bien parce que, d'une part, elles permettent justement à des femmes victimes de violences de pouvoir sexuelles et sexistes, de pouvoir véritablement bénéficier d'une aide judiciaire et juridique. Puis d'autre part, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que à partir du moment où on détruit tous ces services de proximité publique, on isole encore un petit peu plus les femmes et en particulier les femmes de milieux populaires et ruraux. Autre mesure qui est fondamentale également, c'est l'augmentation des salaires. C'est indispensable, en particulier dans le cadre certes de la fonction publique, puisque je rappelle que le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010 et qu'il va l'être encore à un bon moment. Et puis, par ailleurs, véritablement faire pression pour que le travail égal soit un salaire égal. Et quand on dit faire pression, c'est-à-dire obliger, quitte à ce qu'il y ait des sanctions d'une part et d'autre part des nationalisations pour des secteurs fondamentaux comme les énergies, comme la grande distribution où travaillent beaucoup de femmes de milieux populaires, eh bien c'est aussi une des mesures que nous préconisons pour agir sur les aspects notamment et sociaux. Concernant, pour finir, les questions de violences sexuelles et sexistes, il est évident que ce ne sont pas les seules mesures sociales et économiques qui permettront de tout résoudre, quand bien même cela jouera un rôle. Et en particulier, nous appelons aussi à ce que se mettent véritablement des mesures de sensibilisation dès l'école, hein, dans une logique d'instruction et d'éducation, qui soit beaucoup plus ambitieux en termes de sensibilisation concernant les violences qui sont perpétrées envers les femmes, y compris d'ailleurs, hein, j'insiste là-dessus, les femmes de classe populaire, parce qu'encore une fois, on insiste souvent sur les violences faites
envers les femmes de condition bourgeoise et beaucoup moins envers les femmes de point de vue populaire. Et évidemment, tout ce qui irait dans une logique de véritable égalité serait soutenu par le PRCF, mais tout ceci ne peut être possible qu'à une condition centrale, tant que nous aurons des verrous comme l'euro, comme l'Union européenne ou comme le capitalisme que nous combattons, eh bien, il sera impossible de pouvoir agir sur tous ces leviers qui sont pourtant les leviers d'émancipation indispensables pour les femmes. Merci Fadi Kassem, merci Diane Gilliard, merci à vous deux d'être intervenus. C'était une première. Bien entendu, on s'excuse auprès de nos auditeurs. Ils ont été patients, on les en remercie. On s'excuse pour les quelques problèmes techniques du début et qui ont eu cours pendant cette émission. Merci à vous tous et toutes. Merci bien sûr à toi Christophe. Merci à tous nos camarades pour la conception de cette émission, qui était donc une première et il y en aura très certainement d'autres. Bien, c'était un plaisir de vous recevoir. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci mes camarades, à très bientôt. Prenez bien soin de vous.